Bonsoir et bienvenue. Joie de vous retrouver dans ce club international de 28 minutes samedi avec ce soir des clubistes venant de différents horizons pour discuter de l'actualité du monde comme il va et notamment de la crise migratoire qui a secoué l'Europe après l'arrivée de milliers de migrants dans l'enclave espagnole des Ceuta. Problème contenu et réglé par une Europe unie selon la France. Tous les États ont évidemment reconnu qu'il n'y avait eu aucune traversée de la mer Méditerranée, il n'y avait aucune pénétration sur le continent à l'issue de cette crise. Nous avons tous et toutes également convenu que la question de l'espace Schengen n'était pas vraiment le problème, mais plutôt la solution d'une manière générale. La solution. Alors après coup, comment juger la réaction européenne? Les 27 ont-ils mieux géré cette crise que les précédentes? Quelles leçons en tirer? On en débattra. Et puis l'invité de ce samedi a fait une découverte majeure, vous verrez, pour l'histoire de notre pays. Lior Lallieu travaille au mémorial de la Shoah et elle a retrouvé des photos édifiantes et très émouvantes sur la première rafle de Juifs en France en mai 1941, la rafle dite du billet vert, un épisode très méconnu. C'est une expo et un livre d'utilité publique. Et puis à la fin de l'émission, on retrouvera Charlotte de Cocker. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Benjamin. Alors sur quoi allons-nous plancher ce soir pour votre chronique à méditer, s'il vous plaît? Eh bien, on se posera une question que vous vous êtes peut-être posée cet été. On se demandera comment continuer à aimer nos parents climato-sceptiques. Oui, c'est un vrai enjeu. On verra ça avec vous. Merci. Voilà un aperçu du programme. Bienvenue à nouveau dans ce club de 28 minutes samedi. Et à mes côtés, ce soir, j'en suis ravi, Marion Lourd, bonsoir. Bonsoir. Et Kevin Dufresne, bonsoir. Benjamin. Oui, bienvenue à nos trois clubistes. Noémie Alioua, bonsoir à vous. Bonsoir vous Benjamin. Êtes essayiste, membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique et vous avez participé à l'ouvrage collectif Encyclopédie des euphémismes contemporains publié aux éditions du CERF. À vos côtés, Juan José Dorado, bonsoir Juan José. Buenas tardes. Buenas tardes. Vous êtes correspondant pour la presse espagnole à Paris et vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. Très bien. Ça vous va? Bon, alors je redis une fois La Région. Et à vos côtés, Benjamin Louise, bonsoir à vous. Vous êtes correspondant en France pour la radio-télévision suisse RTS. Et au pupitre, l'ami Nicolas Vado. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Dessinateur de presse, vous collaborez pour le quotidien belge L'Écho et l'hebdomadaire belge Le Vif. Et vous signez et éditez Les années Trump, saison 2. S'il vous plaît. À tout à l'heure. Et première actualité, Marion, eh bien, on part aux États-Unis où la fracture au sein du camp démocrate se confirme avec la victoire inattendue de Abdul Al-Sayed dans une primaire très importante, cruciale pour les élections à venir de midterms. Oui, les électeurs démocrates du Michigan étaient appelés aux urnes pour désigner leur candidat pour le Sénat lors de ces midterms de novembre prochain. Face à face, il y avait Haley Stevens, élu modéré soutenu par l'appareil du Parti démocrate, et Abdul Al-Sayed, donc médecin musulman de 41 ans en lutte pour l'accès de tous à la santé. C'est lui qui l'a emporté de peu, taxé de communiste par Donald Trump. Il entend mener campagne contre les inégalités sociales et il affiche des convictions pro-palestiniennes en rupture avec la ligne traditionnelle du Parti démocrate, même si Al-Sayed nuançait sa position juste avant l'élection en juillet dernier. What I've always said. I believe in equal rights to peace, dignity, and self-determination for all people. I believe that a free Palestinian people, alongside free Jewish Israeli people, ought to decide what the future of the region looks like. I want people on equal terms who have rights to that land to decide together how they want the ultimate peace to look like. If they want one state, that's their choice. If they want two states, that's their choice. Noémie Alioua, qu'est-ce que ça dit de la gauche américaine, cette victoire d'Al-Sayed ? Ça dit la fracture de la gauche, mais ça dit aussi la fracture générationnelle. Je crois que c'est très important. Abdul Al-Sayed, il est très jeune, il a 41 ans. Et il se présente pour les sénatoriales. Il faut se dire, par exemple, que Bernie Sanders, lui, il a été sénateur seulement à 65 ans. Donc c'est relativement jeune. Et il incarne cette nouvelle génération de démocrates qui sont finalement plus radicaux sur beaucoup de sujets que leurs prédécesseurs, que l'ancienne génération. Il faut bien comprendre que le Parti démocrate, pendant très longtemps, a été plutôt
pro-israélien. Souvenez-vous, le premier président à avoir reconnu l'État d'Israël en 1948, c'était le président américain démocrate, c'était Truman. Ensuite, il y a eu plus récemment Joe Biden. Joe Biden, souvenez-vous, le 8 octobre 2023, il a, dès le lendemain du pogrom, il a déplacé les porte-avions en Méditerranée orientale pour protéger Israël. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a une rupture avec cette nouvelle génération de jeunes démocrates qui sont en rupture sur la question israélienne, mais aussi sur d'autres questions, sur le climat, sur l'inégalité sociale, sur évidemment les questions aussi de justice, de santé. C'est une nouvelle génération, plus radicale, plus affirmée, en rupture avec les autres générations, et ça c'est important. Et c'est Hamdani, le maire de New York, qui a ouvert la voie, Marion. Benjamin Louis, est-ce que cette radicalisation générationnelle, elle n'est pas vouée à l'échec ? Je ne sais pas si elle est générationnelle d'abord, cette radicalisation. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une fracture, mais à l'intérieur du Parti démocrate. Il ne faut pas penser que tout le Parti démocrate est devenu pro-palestinien du jour au lendemain. Tout le Parti démocrate a abandonné le soutien à Israël. Il y a donc cette frange qui s'appelle aux États-Unis progressiste. Je ne sais pas si on peut le traduire de la même manière en français d'ailleurs, mais cette frange-là, dont se revendique Abdoul El-Sayed, se dit progressiste. Et il y a une tradition quand même un petit peu moins pro-israélienne que l'autre aile du parti. Donc ça, c'est une chose. Je me souviens plus exactement de votre question, Marion. Redites-moi. Est-ce que c'est pas voué à l'échec, cette forme de radicalité lors d'une élection il faut croire nationale ? que non, parce que ça fonctionne en tout cas dans cet état-là. Mais encore une fois, il faut garder un certain sens de la nuance, parce que c'est pas tout l'électorat démocrate qui maintenant va voter pour des candidats qui sont dans des idées plus extrêmes. Le soir même, dans le Missouri, je crois, il y a eu un candidat beaucoup plus modéré et pro-israélien qui, lui, a été élu dans la primaire démocrate. Donc c'est une frange de l'électorat démocrate, mais on a tendance aussi, nous les médias, à monter un peu en épingle quand on voit des phénomènes comme Zoran Mamdani, par ailleurs, qui sont des performeurs permanents, qui occupent l'espace, les réseaux sociaux, les médias. Et donc, on a aussi tendance, nous, à grossir un petit peu le phénomène. Oui, mais on s'interroge aussi parce qu'on voit la réaction de Trump. Et pour faire suite à la question de Marion, Juan José Dorado, est-ce que c'est pas une aubaine pour les Républicains ? C'est en tous les cas ce que dit Donald Trump. Voilà, il pointe du doigt ces démocrates en leur disant, vous voyez, ils ont une tendance à se radicaliser et je vais en tirer profit dans les élections à venir de novembre. C'est une aubaine, ils ont trouvé la faille, ils vont bien sûr s'infiltrer dans cette faille. Après, effectivement, ce qui montre surtout du Parti démocrate, vous avez parlé des fractures, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque de leadership. Après Barack Obama, il n'y a pas eu vraiment quelqu'un qui a été capable de rassembler éparpillé, quoi. Les partis démocrates. Et donc, quand un parti est éparpillé, donc voilà, est-ce qu'on retrouve des radicaux qui arrivent et qui se présentent. Donc il a été donc élu pour être candidat en Michigan pour le Sénat, mais il est pas sûr qu'il puisse passer, puisqu'effectivement, comme disait Benjamin, à un moment donné, tout le parti n'est pas aussi radical que son candidat. Parce que c'était une primaire. Cette position sur la question du Proche-Orient, est-ce que ce n'est pas maintenant un point commun entre la gauche américaine et ce que l'on voit aussi dans les gauches européennes et notamment dans la gauche française, même si Noémie Alioua, aux États-Unis, c'est au sein du même parti. En France, ce sont dans des partis différents. Oui, alors encore une fois, c'est sur la question d'Israël, du Proche-Orient, mais aussi du climat, de l'écologie et d'économie. Je crois qu'il y a une radicalisation. Moi, j'appelle ça une radicalisation des positions, que ce soit d'ailleurs de gauche ou de droite. Les partis dits centristes, dits raisonnables, dits peut-être plus nuancés, sont balayés peut-être par des esprits de contestation, mais peut-être pour rebondir sur la question que vous posiez, c'est-à-dire au fond, est-ce que ce courant-là représentait l'avenir du courant démocrate ? Je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que la radicalité peut fonctionner pour des élections locales. Ça peut fonctionner, mais au niveau national, forcément, vous devez forcément être adoubé par toutes les sensibilités de la gauche. La radicalité, ça a marché pour Trump, Benjamin Louis. Donc voilà, peut-être qu'on peut aussi penser que... Parce que la question qu'on se pose, c'est les deux gauches irréconciliables en France. Voilà l'écho que ça a fait. Est-ce que vous y voyez un écho ou pas du tout ? Ce que je vois comme écho, c'est que de toute évidence, oui, la radicalité, c'est quelque chose qui maintenant fonctionne. C'est peut-être même le seul moyen maintenant de remporter une investiture ou une élection à un niveau, en tout cas local. Ça, c'est vrai que c'est une chose. Donc, à voir, parce que c'est des candidats qui basent tout sur la communication, tout sur la présence sur les réseaux sociaux, tout sur la performance au sens américain du terme. Et il va falloir que nous, en tant que journalistes, nous soyons extrêmement attentifs sur le fond. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On le voit aussi en France avec, comme par exemple le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, LFI, qui fait énormément d'annonces. Mais voyons voir sur la durée. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'ils vont sur l'opposition entre le PS et LFI au sein même du PS. On le verra en 2027, l'année prochaine, en France. Un dessin, Nicolas Vado, pour cette actualité. J'ai imaginé la dualité du Parti démocrate
Bougre d'âne, toi-même, espèce de Jean Quatremer, espèce de Rima Hassan. On lui enverra notre Jean Quatremer qu'on salue ici. Merci beaucoup, Nicolas. Marion, c'est le moment de notre cher voisin, votre chronique, et vous nous emmenez cette semaine en Pologne, une Pologne beaucoup moins accueillante désormais envers les réfugiés ukrainiens qui sont très nombreux là-bas. Et exemple extrême, il y a près de 2 semaines, et attention, les images peuvent choquer, dans le sud-ouest du pays, à Wrocław, 3 hommes rouent de coups en pleine rue un jeune couple. On voit la jeune femme donc frappée au visage alors qu'elle tente de secourir son mari, lui aussi passé à tabac. Une agression xénophobe, ça c'est ce que dit ce couple, mais aussi la police qui est persuadée que le seul accent ukrainien de ces tourtereaux a pu suffire à déclencher l'attaque. Le Premier ministre polonais Donald Tusk s'inquiète. Musimy wydać zdecydowaną wojnę tej przemocy, bo bandyci, kibole, ta patologia przemocowa nabrała odwagi i tupetu, bo dostała także polityczny patronat. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de soutien politique, Donald Tusk? Parce que ces actes sont loin d'être isolés. En réalité, l'agression physique, c'est évidemment le pire, mais maudits Ukrainiens, vous allez dégager, ce genre de propos est en fait devenu monnaie courante envers les réfugiés ukrainiens qui sont nombreux en Pologne, près d'1 million depuis 2022. Les ONG observent de plus en plus de discrimination partout. Kiev et Varsovie ont certes un ennemi commun, la Russie, mais visiblement les ennemis de mon ennemi ne sont pas forcément mes amis. Alors il y a en cause les réfugiés, la répartition des réfugiés qui sont très inégalement répartis en Europe. L'Allemagne et la Pologne accueillent à elles seules la moitié des Ukrainiens arrivés sur le territoire européen. Le tout sur fond de restrictions budgétaires au sein des 27. Il y a évidemment cette tentation qui est grande de limiter l'accès aux filets de protection sociale pour les étrangers. Et certains politiques l'ont bien compris. En Pologne, la situation pour les Ukrainiens s'est d'ailleurs fortement dégradée depuis l'élection d'un président nationaliste, Karol Nawrocki, il y a un peu plus d'1 an. Un chef de l'État qui fait de la priorité aux Polonais son cheval de bataille. Oui, et puis il y a, il faut le dire, l'histoire, un contentieux historique entre les deux pays qui date de la Seconde Guerre mondiale. Oui, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. En effet, les massacres de Vologné, entre 70 et 100 000 civils polonais qui ont été assassinés par l'UPA, c'est l'armée insurrectionnelle ukrainienne qui a collaboré avec les nazis. Un génocide pour Varsovie, mais Kiev refuse ce terme et surtout le président Zelensky a accepté en mai de baptiser une unité ukrainienne du nom de l'UPA parce que pour Kiev c'est aussi un groupe qui incarne l'indépendance du pays et ça a déclenché évidemment une crise diplomatique aiguë. Le président polonais a même retiré à l'Ukrainien un titre honorifique. Podjąłem decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. W tym miejscu chcę podkreślić, decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu, nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę. Et tout ça avec évidemment la chambre d'écho des réseaux sociaux qui rajoutent leur dose d'intox attisée par la Russie. Alors un espoir quand même pour les Ukrainiens installés en Pologne. Il y a quelques jours à peine, la ville polonaise de Sopot a adopté une résolution qui prône l'éducation et la lutte contre les infox pour combattre ce sentiment anti-ukrainien. Ça, c'est une première. Alors, Juan Rosé, c'est une aubaine finalement pour la Russie. Poutine doit se frotter les mains de voir les Ukrainiens et les Polonais se diviser comme ça. Effectivement, et d'autant plus effectivement que la Pologne a été depuis 4 ans en première ligne après avec le conflit avec l'Ukraine et entre l'Ukraine et la Russie. Mais n'oublions pas non plus, effectivement, vous avez parlé d'1 million de réfugiés qui sont arrivés en Pologne, mais c'était il y a 500 000 qui étaient sur place dans un pays qui a à peine 40 millions, 37-38 millions d'habitants. N'oublions pas non plus le fait particulier quand même qu'il y a eu des millions d'Ukrainiens qui ont traversé la Pologne pour se redistribuer dans différents pays. Et puis, vous l'avez dit, il y a un conflit politique qui est énorme et qui, effectivement, Vladimir Poutine peut profiter d'elle. Cette dualité entre un gouvernement pro-européen et un président nationaliste. Et la propagande russe aussi, qui est d'abord dans Noémie. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez bien sûr, en dire. Pologne, en France, partout, on sait que c'est l'un des moyens de développer son argumentaire sur la guerre en Ukraine. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. Je crois que c'est très important parce qu'on a raison d'abord de pointer ce qui est en train de se passer, cette discrimination, cette intolérance qui est en train de monter en Pologne vis-à-vis des réfugiés ukrainiens. Mais c'est très important aussi de montrer l'immense solidarité dont a fait preuve la société civile polonaise. Ils ont accueilli 1
1 million de réfugiés ukrainiens. C'est 15 à 20 fois plus que la France. C'est quasiment une ville entière qu'ils ont accueillie il y a environ 4 ans, au moment de cette guerre qui a été déclarée par la Russie. Ce sont des écoles qui ont ouvert des salles de classe, ce sont des cours massifs, des cours de polonais qui ont été développés de façon massive. Toute l'économie, exactement, des aides financières, toute l'économie s'est ouverte. D'ailleurs, il y avait des besoins dans certains secteurs de main-d'œuvre qui ont pu accueillir cette nouvelle population qui s'est très bien intégrée. Et je crois que c'est important de montrer que la solidarité et l'accueil a été un mouvement massif de la part de la population et de la société civile espagnole. Très rapidement, mais ça en dit long aussi sur le sentiment qui se développe en Europe vis-à-vis des Ukrainiens, vous trouvez ou pas? Il faut être vigilant. Sans doute, mais pour revenir à la Pologne, je pense qu'il y a aussi le fait qu'il y a une usure, forcément, parce qu'au bout d'un moment, donc cette guerre dure, et la Pologne, elle est peut-être pas en première ligne, mais elle est en deuxième ligne, et il y a cette ambiance. Marion le rappelait, il y a déjà ce contentieux historique, mais il y a aussi le fait que la Pologne reçoit régulièrement des provocations russes, et les jeunes Polonais se préparent activement à la guerre, beaucoup plus que nous, donc il y a cette angoisse qui sans doute aussi ruisselle sur l'ambiance générale vis-à-vis des nombreux réfugiés ukrainiens. C'est illustré par un dessin de Nicolas Vado. C'est un petit hommage à Astérix, à un album connu, La Zizanie et Tullus Poutinus. Qui se frottent les mains. Merci Nicolas. C'est l'heure de notre employé de la semaine et il n'est pas de prime jeunesse, puisqu'il s'agit du poète Homère. Pour rappel, 8e siècle tout de même avant Jésus-Christ. Son œuvre mondialement connue, l'Odyssée, a inspiré le dernier film de Christopher Nolan qui cartonne dans les salles actuellement. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Un employé de la semaine homérique, donc, Olivier Boucreux. Nous sommes tous des employés, certains parlent de leur époque, lui raconte l'humain et ses failles. 3000 ans plus tard, il fait un carton au box-office. This is a story that's fascinated generation after generation for 3000 years. A lot of different people have a lot of different ideas of what it's going to be like. C'est qui Homère, père de Bart, amateur de donuts et de canapés? Mais non, pas celui-là, Homère, avec un E, le poète grec auquel on attribue l'Iliade et l'Odyssée au 8e siècle avant notre ère. Pour les Grecs, il était simplement le poète, leur deuxième soleil. Pour les chercheurs, Homère serait plutôt un nom de code sous lequel plusieurs générations d'auteurs auraient transmis et assemblé ses récits. En 2026, l'Odyssée reprend la mer. Le réalisateur Christopher Nolan en fait une super production avec Matt Damon en Ulysse. Le film récolte 264 millions de dollars dès son premier week-end. Les ventes du livre décuplent. Les élèves retrouvent les classes de latin-grec désertées. L'Odyssée de Christophe Onodibio devient numéro 1 des ventes d'essais et les book clubs de TikTok redécouvrent le texte. Par exemple, Ulysse n'arrive dans le récit qu'après une centaine de pages. Avant ça, c'est son fils Télémaque qu'on suit. Flashback non daté, non localisé, avec peut-être le dieu Apollon pour père. Homère aurait été professeur, voyageur, pauvre, aveugle et même otage, d'où son nom qui vient du grec Homéros. Certains avancent même que l'Odyssée aurait été écrite par une femme. J'ai entendu dire que les récits homériques auraient pu être écrits par une princesse sicilienne, tu peux m'en dire plus, STP. Après 10 ans de guerre, Ulysse en met 10 autres à retrouver Ithaque, où l'attend sa femme Pénélope, rusé, menteur, infidèle, courageux, souvent sauvé par les femmes et les dieux, un héros assez imparfait pour rester humain. Godard suit un scénariste qui adapte l'Odyssée, Kubrick, lui, l'envoie dans l'espace, les frères Cohen dans le Mississippi et la série animée culte Ulysse 31. Parmi les étoiles, chacun a refait le voyage à sa manière. Odyssée est même devenu un nom commun. Et finalement, pourquoi Homère? Parce qu'avec Ulysse, il a créé un héros qui, petit 1, se trompe, petit 2 s'égare et petit 3 finit par comprendre ses erreurs. Un mode d'emploi assez proche de celui de certains de nos dirigeants, sauf pour la remise en question. Merci Olivier Boucreux. Benjamin Louis, vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et qu'est-ce que ça dit de ce que nous apporte aujourd'hui Homère au quotidien, peut-être, ou pour nos politiques, ou de ce que nos politiques ont inspiré d'Homère? Alors les politiques, j'ai pas vu grand-chose de très politique. Effectivement, ce qui était très bien dit dans la séquence, c'est qu'il y a une réflexion, qui est une des réflexions de l'Odyssée sur les remords que l'on peut avoir, sur les erreurs que l'on a pu commettre. Bon, ça c'est une des petites parties. J'ai trouvé le film intéressant, une lecture très américaine malgré tout de l'Odyssée. Et moi je suis un peu un vieux con, je trouvais que le film faisait beaucoup de bruit. Donc ces blockbusters américains, c'est des explosions en permanence et tout est très souligné, alors que quand on lit l'Odyssée, c'est tellement puissant qu'il n'y a pas forcément besoin de surligner chaque péripétie d'Homère. Mais c'est intéressant parce que
effectivement, il y a des répercussions en librairie. Ça a été le cas avec Monte Cristo aussi. C'est le cas aussi avec De Gaulle, on en parlait tout à l'heure avec Noémie. Donc, tant mieux si ce genre de film ramène au classique. Bon, ça fait débat ce film, je crois que vous avez aimé. Hein. On va pas faire le basket la plume, mais on veut de la parole à Noémie qui n'a pas aimé non plus. Mais est-ce que ça vous donne envie de relire Homer, vous, par exemple? Totalement. C'est dans mes projets là, de cet été, tout à fait. C'est-à-dire que j'ai regardé le film, évidemment, ça m'a dit, en fait, il y a beaucoup trop de classiques qui nous paraissent magnifiques et malheureusement, parfois, ils ne nous tombent pas dans les mains au bon moment. Et quand on voit un film, on se dit, bah, c'est le moment. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai regardé les 2 films sur De Gaulle. Très honnêtement, voilà, je l'avoue, j'avais pas lu les mémoires de Gaulle. J'ai été regarder les 2 films que j'ai trouvés exceptionnels. Et ensuite, non, mais pour vous dire, j'ai été dans des librairies, j'arrivais pas à le trouver. Bah oui, ils me disaient qu'ils étaient pénurie, dévalisés. Donc il y a vraiment un effet entre les films et les livres, et je trouve ça très bien. Ça montre que, si vous avez le temps, allez voir les De Gaulle, formidable, et le Homer, et j'ai très envie. Et ça donne 2 dessins pour Nicolas Vado. Oui, d'abord le succès cinématographico-littéraire de l'été 2026. Voilà. Tu nous avais caché tes talents d'écrivain. Dad, t'avais fumé la moquette ou quoi? Et alors, un autre, je vais spoiler un peu le film, mais la scène des guerriers transformés en porc fait penser à un film français. Messire, quel est ce sortilège? La ferme Jacouille. Ah bah, rappelez-nous le titre quand même. Les Visiteurs. Les Visiteurs, bien sûr. Merci Nicolas. On passe à notre deuxième actualité de la semaine, Marion. L'Union européenne qui se rabiboche après la dernière crise migratoire de Ceuta. Oui, ça s'appelle une réunion de crise. Plus de 3 heures de discussion entre ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour afficher leur unité. Donc à l'issue de cette crise, ces 72 000 migrants qui ont convergé la semaine dernière vers l'enclave espagnole située au nord du Maroc. 77 personnes sont mortes. C'est un sujet de vive tension pour les Européens pendant le week-end. Une majorité d'États montre du doigt l'Espagne. Certains, comme l'Italie, demandent même qu'elle soit exclue de l'espace de libre circulation de Schengen. Et finalement donc, tout le monde semble s'être mis d'accord sur le fait que Schengen n'est pas le problème, mais la solution, c'est ce que disait le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez. Même discours du commissaire européen chargé des questions migratoires. For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter the Schengen area, and security at the border was resolved quickly. The key now is for the European Union to act, I would say, in a united manner and also draw the right conclusions from these events. Juan José Dorada, c'est l'Espagne, votre pays, qui était montré du doigt. Est-ce que finalement les Européens se sont mis vraiment d'accord ou est-ce qu'ils font semblant d'être d'accord? Je pense qu'ils font entre guillemets, semblant d'être d'accord. Je pense que, passé l'émotion des 48 premières heures, arrivé le moment de cette réunion des ministres de l'Intérieur, tout le monde s'est rendu compte que la lecture qui a été faite de ce qui s'est passé du côté des Ceuta était une lecture des politiques intérieures à chacun des pays. Parce que après, on s'est rendu compte, effectivement, je crois que Laurent Nunez l'a rappelé, c'était aucun des personnes qui est arrivé sur Ceuta est passé sur le continent, puisqu'en plus, Ceuta n'est pas touché par les accords de Schengen. Donc, effectivement, ils font de la lecture politique. C'est le cas des Meloni, qui a aussi quand même régularisé 500 000. C'est vrai qu'elle a promis de le faire différemment. D'accord, il y a les pays tiers qui vont accueillir les migrants qui sont expulsés de l'Italie ou qui n'arrivent même pas à l'Italie. Mais c'est vrai que cette lecture dit très peu des Européens. Et c'est une lecture des politiques intérieures, mais surtout, ce que je retiens quand même aujourd'hui, c'est que tout le monde s'est rendu compte que si 70 000 personnes sont arrivées à Melilla, 70 000 sont partis en 48 heures. Donc, ça a été bien géré dans l'urgence, mais bien géré. Non, je suis en désaccord total avec ce qui vient d'être dit. Et d'ailleurs, les propos qui ont été ceux des différents ministres de l'Intérieur européens, pouvoir dire « il ne s'est rien passé, tout va bien, Madame la Marquise », alors même que, quand bien même ils sont retournés chez eux, ces 70 000 migrants ont traversé la frontière et ont atterri sur une enclave espagnole, c'est-à-dire qu'ils ont mis un pied sur le territoire européen au mépris de toutes les règles du droit international. Je trouve que c'est très compliqué de dire ensuite qu'il ne s'est rien passé, que tout va bien. Ces images existent, elles n'ont pas été fabriquées. Cette poussée massive migratoire a existé et elle est le symptôme d'un problème qu'il va falloir gérer. Mais il y a eu ce reflux. Donc ça a été réglé. Vous ne dites pas que le pacte asile et migration qui a été voté et qui est appliqué dorénavant a eu finalement un effet immédiat là? Je crois qu'à partir du moment où il y a eu une traversée, à partir du moment où la loi n'a pas été respectée, il y a eu un problème. Et il y a des divisions au sein de l'Europe sur ces questions. Je crois que c'est important, pour commencer par régler un problème, il faut d'abord le désigner. Et cette stratégie consiste à dire « tout va bien, Madame la Marquise ».
Vraiment, je trouve que c'est pas personne n'a dit que tout allait bien, Madame la Marquise. D'abord, personne n'a dit que tout allait bien. Et deuxièmement, notre ministre Laurent Nunez disait plus ou moins ça quand même. Le fait que des personnes franchissent une frontière de manière illégale, ça se passe tous les jours, partout, tout autour du globe. Ça n'a rien à voir avec le droit international. Le droit international est justement là pour organiser la gestion de ce genre de phénomène. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Je pense qu'on a vécu une séquence d'absurdité communicationnelle totale de la part des gouvernements européens, notamment de l'Italie. Et ensuite aussi, encore une fois, de nous, les médias. J'ai quand même reçu un push d'un grand média français qui disait « l'Italie ferme sa frontière avec l'Espagne ». Alors j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Mais voilà. Donc on a simplifié les choses à l'absurde pour se rendre compte, au bout du compte, que, bah oui, effectivement, Ceuta ne fait pas partie de l'espace Schengen. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par là. Qu'il y a une mer entre Ceuta et le continent européen. Donc les traversées, s'il devait y en avoir, et il y en aura et il y en a eu, eh bien ça prendrait du temps, ça ne se passerait pas en 2 heures. Donc encore une fois, là, on est parti dans l'absurde complet où chaque gouvernement a voulu rassurer sa population face à des images, encore une fois, pouvoir des réseaux sociaux, pouvoir d'amplification des réseaux sociaux, des images qui effectivement font peur, mais qui se passent, je le redis, partout dans le monde, tous les jours. Est-ce que cette crise ou le traitement qu'on a fait de cette crise, comme vous le dites, Benjamin, n'a pas permis tout de même à ceux qui critiquent l'Union européenne en son sein de dire que l'Union était facilement déstabilisée dans ce genre de cas, Juan Rosa Dorado? Oui, vous avez tout à fait raison. Ça leur a permis de critiquer l'Union européenne et la politique migratoire, mais en même temps, tous ces pays qui ont signé la fameuse lettre des 22 contre l'Espagne ont été désavoués dans les 48 heures, parce que justement, les gens sont rentrés au Maroc pour la plupart, parce qu'on a su effectivement, comme disait Benjamin à un moment donné, on a vu que Ceuta n'appartient pas à l'espace Schengen, donc effectivement, et que ça a été géré. Dans l'urgence, encore une fois, mais ça a été. Vous n'avez pas convaincu Noémie. Il y a d'autres problèmes, mais on nie pas le problème. Le problème existe, il est là, c'est clair. Rapidement, Noémie. Vous avez raison de rappeler que Ceuta n'appartient pas à Schengen, mais Ceuta est une enclave espagnole. C'est un territoire qui est européen. C'est un territoire espagnol et donc européen. Et donc, il y a eu un franchissement de cette frontière. Ces migrants qui provenaient du Maroc, d'autres pays, d'ailleurs, parfois d'Afrique, ont traversé cette frontière, ils ont atterri sur un territoire européen. Je crois que c'est important de dire qu'il ne s'est pas rien passé, qu'il y a eu à ce moment-là des dysfonctionnements. Et pour vouloir régler les problèmes, il faut commencer par les poser sur la table. Et dire qu'il y a eu des dysfonctionnements, c'est déjà un début pour régler ce problème. Merci à tous les trois. La parole à un éditorial en dessin de Nicolas Vado. Oui, j'imagine des flux migratoires à l'intérieur de la mer, Mahantis finir dans l'assiette de Mélanie. Elle en fera une indigestion. Et j'en ai un deuxième. Bah oui, allez-y, avec plaisir. Heureusement, les réunions étaient en visio. Pour rappel, des migrants, tu en as accueilli plus de 500 000 en 4 ans. Et sinon, en foot, vous en êtes où? Merci Pedro. Georgia, une réaction? J'aime beaucoup le parasol. Merci Nicolas. C'est l'heure de la télé des autres. Kevin, vous avez regardé cette semaine les chaînes mexicaines et l'université y est au cœur de l'actualité. Une fac sans dessus-dessous. Et oui, l'UNAM, l'Université nationale autonome de Mexico, la plus grande, la plus prestigieuse du pays. 150 000 candidats pour un peu plus de 20 000 places seulement. Lors des examens d'entrée qui se tenaient il y a quelques semaines, eh bien, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que tiene sobre la mesa todas las opciones para subsanar las posibles anomalías en el reciente examen de ingreso a licenciatura, que por primera vez en la historia fue en línea. Eso propició irregularidades en los resultados y, sobre todo, la sospecha de trampas y uso de agentes de inteligencia artificial para contestar correctamente los reactivos. De la triche et résultat, près de 60 000 jeunes qui vont devoir repasser l'examen réalisé cette année pour la première fois à distance. Et ça partait plutôt d'une bonne intention puisque c'était pour permettre à tous les étudiants mexicains qui le souhaitaient aux 4 coins du pays d'avoir une chance sans avoir à se déplacer jusque dans la capitale. Les candidats étaient surveillés à domicile par leur webcam, liés à un logiciel d'intelligence artificielle censé permettre la reconnaissance faciale et vocale. Sauf que beaucoup ont trouvé le moyen de tricher. Van a comprar una webcam 360 grados, ¿ok? Y lo que van a hacer es, van a colocar la cámara y la van a voltear 180 grados para que la cámara los esté enfocando a ustedes como aspirantes, pero en realidad la persona que está haciendo el examen es la persona que contrataron enfrente de la computadora.
Vous l'avez donc compris, c'est donc pas le candidat filmé qui passait en fait l'examen. Alors comment les services de l'université se sont rendus compte de cette tricherie? Eh bien au vu des résultats, tout simplement largement meilleurs que la moyenne des années précédentes. Pour entrer en médecine, par exemple, l'une des filières les plus exigeantes, le nombre de très bonnes notes a été multiplié par 3, comme l'explique ce spécialiste des technologies. Los aciertos mayores a 100 puntos pasaron del 9%, que es habitual, a casi el 30%. El incremento en los resultados denota sin duda el uso de inteligencia artificial para justamente no solamente responder rápidamente y en tiempo y forma, sino hacerlo con un resultado que en muchos casos ha sido tan superior que nos tiene platicando al respecto de ello. Les candidats ont donc réussi à tromper l'IA et à utiliser eux-mêmes l'IA. Le scandale est en tout cas nacional et la présidente mexicaine elle-même, Claudia Sheinbaum, a réagi. Desde mi punto de vista no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta pues todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la inteligencia artificial para la aplicación de exámenes en línea. L'UNAM s'est confondue en excuses, mais a donc décidé d'annuler les résultats pour certaines filières, de faire repasser les examens en présentiel. Cette fois, ce que réclamait une partie des candidats qui s'estiment floués de l'annulation car ils assurent de ne pas avoir triché. D'autres, bien sûr, trouvent ça totalement injuste. Les nouveaux examens en présentiel se dérouleront à partir de mercredi pour une semaine à Mexico, mais aussi dans 3 autres villes du pays. Conséquence, la rentrée universitaire prévue lundi est finalement reportée de 3 semaines. Benjamin Louis, est-ce que c'est pas rassurant, quelque part, de se dire que l'intelligence artificielle ne peut pas tout et que là, on a besoin des examinateurs en physique pour surveiller les concours? Effectivement, c'est rassurant, je trouve. Et surtout, moi, je ne comprends pas trop la logique qu'il y a derrière à vouloir tricher pour être admis en médecine. Parce qu'après, il ne va pas falloir une intelligence artificielle. Il faudra une intelligence bien organique et bien développée pour tenir durant sa scolarité, pour passer les examens. Donc effectivement, c'est peut-être aussi un rappel au fait qu'aujourd'hui, la technologie ne peut pas tout et qu'il faudrait installer effectivement des centres d'examen. Ça, oui, effectivement, c'est une mesure démocratique d'aller installer des centres d'examen un peu partout dans le pays pour que tout le monde puisse se présenter. Mais oui, effectivement. Oui. Mais alors là, pour reprendre ce que disait Noémie tout à l'heure, là, effectivement, on a la présidente qui dit « tout va bien, il n'y a rien de grave oui. ». Bon, en gros, il n'y a personne qui est responsable. On n'a pas vraiment vu l'avancée technologique. En tous les cas, dès qu'on peut critiquer l'IA, on est content quand même. Voilà, vive nous, hein, vive nous. Hein, cher Nicolas Vado. On peut encore le faire. On peut encore le faire. Voilà, j'ai mis un 20 sur 20 avec Speedy González, le tricheur le plus rapide du Mexique. C'est louche. Merci Nicolas. C'est l'heure de place à notre invité de ce samedi, Lior Lallieu. Bonsoir. Bienvenue à vous. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Vous travaillez au très précieux mémorial de la Shoah à Paris, où vous êtes responsable de la photothèque, et c'est dans le cadre de ces fonctions que vous avez mis la main sur une collection de photos inédites et cruciales pour l'histoire de notre pays. 98 clichés qui documentent la première grande rafle de Juifs sous Vichy. C'était le 14 mai 1941, la rafle dite du billet vert, dont on savait peu de choses, il faut le dire. C'est remarquable, c'est l'objet d'un livre et d'une expo au mémorial de la Shoah. Alors pourquoi d'abord, Lior Lallieu, cette rafle s'appelle-t-elle la rafle du billet vert? Alors, elle s'appelle en effet la rafle du billet vert par les historiens, donc bien après la fameuse rafle du 14 mai 41, parce qu'au départ, c'est une convocation qui arrive dans les foyers parisiens et notamment chez ces juifs étrangers parisiens que vous avez cités, pour les convoquer. Donc c'est une forme de piège, puisque cette convocation est donc un billet de couleur verte qui est émané de la préfecture de police. Là, on le voit à l'écran. Oui. Qui est nominative, avec un lieu de convocation. On demande aux personnes de bien vouloir se présenter, donc le 14 mai 1941, dans un des lieux de convocation. Il y en a 70 à Paris. En général, c'est dans un commissariat. Mais le plus grand lieu de convocation, c'est le gymnase Japy, puisque c'est là qu'est concentrée la communauté juive la plus importante, à peu près. Dans le 11e arrondissement de Paris, en plein cœur de Paris. En plein cœur de Paris, exactement. Il faut juste préciser que vous parlez de préfecture de police. C'est donc une rafle organisée par la police française. C'est une rafle qui est organisée, commanditée par l'administration allemande, par Theodor Dannecker, qu'on voit sur les images d'ailleurs. Donc elle est commanditée par Theodor Dannecker, mais elle est en effet organisée par la préfecture de police grâce au recensement des Juifs qui avait eu lieu en octobre 40.
Et c'est avec ce recensement que les Juifs vont être convoqués une première fois. Ils arrivent donc dans ce lieu de convocation. Il est indiqué aussi sur ce billet vert qu'ils doivent être accompagnés d'un proche. Et donc, quand ils arrivent, malheureusement, les portes se referment sur eux. On demande aux proches, et en général ce sont les épouses, parce que la plupart étaient des hommes mariés, de bien vouloir ressortir. Le piège continue, donc on endort un petit peu les personnes, qu'elles ressortent pour amener une petite valise. Oui. En leur disant, vous inquiétez pas, il y en a pour 2 jours, examen de situation. Quand elles reviennent avec les petites valises, les portes sont fermées et les hommes sont arrêtés. Ils vont être transférés dans les camps du Loiret, Mont-la-Rolande, Pithiviers pour 1 an, puis déportés. Alors justement, parmi ces photos, on voit la présence de policiers français et il y a plusieurs clichés très touchants et dont celui-ci, celui d'un baiser. Racontez-nous exactement, qu'est-ce qu'il dit de cette rafle? Qu'est-ce qu'il dit de ces jours-là? Alors, donc on parle de 5 pellicules photos qui ont été retrouvées par des collectionneurs. Donc ce sont des photos qui ont été pendant 85 ans enfouies. Qui sont passées, on ne sait pas, de main en main, de collectionneur en collectionneur, et qui, comme ça, se retrouvent au bout du jour. Et il y a donc 4-5 ans, ces collectionneurs sont venus me voir avec ces planches extraordinaires. Il faut vous dire aussi qu'il y a très peu de photos de la persécution des Juifs de France. Les photos n'existent quasiment pas. Et donc, découvrir ces 5 pellicules photos qui montrent des photos inédites de cette rafle-là, de ce qui s'est passé là, est totalement surprenant et passionnant d'avoir à les découvrir et à effectivement les documenter. Et de cette femme donc, qui dit au revoir à son mari. C'est cela qu'on le voit sur cette photo. Sur les 5 pellicules, effectivement, ce qu'on voit, c'est entre autres cette femme qui dit adieu. Alors c'est un au revoir sur la photo, nous on sait que c'est un adieu, qui est séparé. Il y a en fait la photo d'avant, on voit la séparation. Et ce photographe réussit à prendre cette photo extraordinaire du baiser de ce couple. Justement, il y a les photos et il y a le photographe. Et il y a une histoire dans l'histoire. Il faut que vous nous parliez d'Harry Kroner, qui est donc le photographe, qui prend ses photos pour la propagande nazie et qui est lui-même ce que l'on appelle un demi-juif. Voilà, ça c'est l'enquête. En effet, quand les 5 pellicules arrivent chez nous, donc on en fait l'acquisition, évidemment, quand on voit ces photographies, on est extrêmement surpris parce que ce ne sont pas des photos habituelles de ce qu'on peut voir de la persécution des Juifs. Vous les connaissez, des photos qui humilient la plupart du temps les Juifs. Or, ce sont des photos qui documentent la rafle, mais aussi qui montrent une tragédie, qui montrent les visages des personnes, ce qu'on ne voit jamais, et notamment les femmes et les enfants. Et donc l'enquête commence et on se dit, mais qui a bien pu prendre ces photos? C'est un photographe berlinois qui a fait des millions de photographies, qui a déposé ces photographies à la ville de Berlin. Et donc il y a eu des expositions, etc. Or, ce Harry Kroner, effectivement, après on enquête un peu plus, et on s'aperçoit que dans sa généalogie, son père est juif, en effet, sa mère n'est pas juive, et donc il est considéré comme demi-juif, qui a un statut très particulier dans l'Allemagne nazie, et il entre dans la Wehrmacht en tant que soldat allemand demi-juif. Et on découvre encore plus dans l'exposition et dans le livre. Noémie, vous avez une question. La question que je voulais vous poser, c'est au fond, cette rafle du billet vert, elle est assez peu connue. Et la question que je voulais vous poser, c'est comment est-ce que vous l'expliquez? Par exemple, la rafle du Veldiv, il y a chaque année des commémorations. Cette rafle-là, elle est très peu connue. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été davantage explorée par les historiens auparavant? Oui, elle n'est pas rentrée dans la mémoire collective. Alors peut-être que là, aujourd'hui, avec cette découverte, elle rentrera un petit peu plus. Mais la rafle du Veldiv, c'est l'arrestation de 13 000 hommes, femmes et enfants, et dont les enfants français. Et donc ça, c'est le symbole de la persécution des Juifs sous Vichy. Ça restera la rafle du Veldiv. Et il y a eu d'autres rafles. Celle-ci est documentée grâce à la découverte de ces photos, ce qui n'est pas le cas des autres rafles, ce qui n'est pas le cas des déportations. Il y a eu 76 000 Juifs qui ont été déportés de France. Il n'y a aucune image, aucune pellicule photo. Et donc la rafle du Veldiv restera le symbole. Et une dernière question sur ces 3747 hommes. Ils ont été arrêtés, envoyés, vous le disiez, vers les camps de Bonne-la-Rolande et Pithiviers. Beaucoup d'entre eux sont morts à Auschwitz, c'est ça? C'est ça, exactement. Ils vont passer 1 an dans le camp de Pithiviers et de Bonne-la-Rolande, à côté d'Orléans.
Il y a encore toute une histoire à écrire aussi sur ces hommes, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites. Parce que vous espérez que des familles puissent les reconnaître, ces sur des photos que des collectionneurs vous ont apportées. Oui, c'est ça. Alors, il y a eu la publication du livre et puis aussi, et surtout, en fait, l'exposition qui montre les photos en grand. Et donc, arrivent au mémorial des familles avec leur téléphone, prennent en photo, regardent, explorent. Et on a déjà 4 familles qui ont découvert la photo, le visage d'un de leurs proches. Et c'est très émouvant pour nous, puisqu'on avance en fait dans notre mission, qui est de préserver cette mémoire. Eh bien, merci pour cela, merci pour cette préservation de la mémoire. On vous encourage à aller voir cette exposition donc, au Mémorial de la Shoah à Paris. C'est aussi donc, un livre, La rafle du billet vert, Lieu Lallieu, et avec Jean-Marc Dreyfus chez Calman Lévy. Merci encore, Lieu Lallieu. Et il y a 2 dessins de Nicolas Vado pour cette actualité. J'ai imaginé l'autre billet vert, Arbat Matzfrei, avec un aller simple, évidemment. Et puis je me suis quand même interrogé en voyant les photos, lui, il en pensait quoi ? Voilà, le policier français. Merci à vous, Nicolas Vado. Merci encore, Lior Lallieu, pour votre travail. C'est l'heure de notre troubadour des temps modernes, Benoît Forgeard, et sa dérive des continents. Ce soir, Benoît, cette question destinée aux cruciverbistes, mais pas seulement. Faut-il vraiment faire des mots croisés ? Bonsoir Benjamin. Certains passe-temps supposés bénéfiques pour le cerveau le sont-ils vraiment ? Je suis bien conscient que cette info n'a rien d'indispensable, mais voilà, je fais des mots croisés. De niveau moyen, pas trop dur, mon but n'est pas de m'écorcher l'amour-propre sur des définitions imbitables, mais de jouir du bonheur simple de retrouver un chemin effacé, sans assistance et sans dictionnaire. La grille de mots croisés, c'est le mur d'escalade des gens qui restent chez eux. Mais attention, la pratique n'est pas sans danger. À vrai dire, les mots croisés me posent le même problème qu'Internet et la masturbation. Dois-je cultiver cette activité ludique et bonne pour l'esprit, ou ferais-je mieux d'abandonner une occupation qui m'isole de mes semblables ? Certes, c'est un loisir raisonnable, au bilan carbone plus que correct, mais ces moments passés à relever mon petit défi, à me prélasser dans une transe sans risque, ne sont-ils pas autant de temps perdu qui me privent d'une aventure, d'une rencontre ? Pour le dire autrement, est-ce que je ne suis pas en train de foutre ma vie en l'air ? Bien sûr, pour rompre l'isolement, il me suffirait d'intégrer un club. Mais faites l'essai, vous verrez, remplir une grille à 2 est un supplice, car pour une raison mystérieuse, c'est toujours l'autre qu'on croyait pourtant plus con qui trouve le mot. Les mots croisés poussent à la solitude, laquelle pousse aux mots croisés. Ceux qui remplissent les cases sont des cruciverbistes, ceux qui installent leur filet dans les journaux en espérant qu'on tombe dedans, des verbicrucistes. C'est une profession noble qui a ses légendes, les Favaléli, les Scipion, les Duclos. Hélas, la filière n'attire plus, le métier rémunère mal et l'intelligence artificielle rôde. On raconte que les verbicrucistes poursuivent tous le même Graal, la grille parfaite, sans le moindre carré noir. Mais puisque personne jamais n'y est arrivé, ils rendent à leurs commanditaires des travaux de plus en plus sombres, et le jour où la grille est totalement noir, il meurt. Quant à moi, je vis, je vous dis à bientôt. En 5 lettres, leurs souffles font froid dans le dos. Merci, cher Benoît, quel talent. Et vous avez beaucoup de fans autour de cette table, je peux vous le dire. Et comme promis, pour terminer cette émission, on va méditer avec vous, Charlotte de Cocker. Rebonsoir. Bonsoir. Et votre question réflexion sur les boomers, nos chers parents. Et oui, comment donc continuer à les aimer s'ils sont toujours climato-sceptiques? Ça peut arriver. Oui, pendant la 5e vague de chaleur, tandis que vous suffoquiez dans votre passoire thermique, ils vous ont gratifié d'un « Oh, ça va, il a toujours fait chaud l'été ». D'ailleurs, la canicule de 1976, ça, c'était quelque chose. Alors c'est vrai, parfois, des pensées peu charitables vous traversent. Vous êtes à 2 doigts de la haine, mais vous n'avez pas du tout envie de haïr vos parents. Pourquoi ? Parce que vous êtes de bonnes personnes, mais aussi parce que la haine est une passion triste, comme disait Spinoza, elle détruit notre force de vie. Alors, vous avez des solutions pour raviver l'étincelle, Charlotte? Absolument. Je vous invite à considérer vos parents non plus comme de gros boomers, mais comme ceux qu'ils sont vraiment, à savoir de petits chatons terrorisés. Regardez ce chaton apeuré. Que fait-il? Alors qu'il pèse à peine 500 grammes, il bombe le dos, persuadé qu'il est capable de nous impressionner comme ça. Alors, ce chaton est-il complètement stupide? La réponse est non, ce chaton n'est pas stupide, il est dans le déni. Il a tellement peur qu'il n'est plus capable de réfléchir. Exactement,
comme vos parents. Le déni, selon Freud, c'est le refus inconscient de reconnaître une réalité menaçante. C'est donc une stratégie de défense, en fait, de l'anxiété. Conclusion, vos parents ne sont pas climato-sceptiques, ils sont éco-anxieux. C'est pour ça, exactement comme vous. Et vous avez d'autres manières encore de nous rapprocher d'eux, de nos parents, de Absolument, chers il suffit parents. de demander. Vos parents nient le réchauffement climatique, ok. Mais est-ce que vous aussi, vous ne seriez pas un tantinet réfractaire au changement dans certaines circonstances? Par exemple, le matin au petit déjeuner, si je vous obligeais à troquer votre café ou votre matcha latte contre un viandanx ou bien une huile de foie de morue. Ah non, merci. Voilà. Ouais. Eh ben voilà. Bref, vous et vos parents, vous êtes pareil, de gros intolérants au changement. Et c'était déjà le combat des stoïciens il y a plus de 2000 ans. Tenter d'accepter cette impermanence du monde. Enfin, dernière stratégie, envisagez le climato-scepticisme de vos parents comme un grand besoin d'amour. Ah, c'est ça. Voilà. En effet, quand vous leur demandez de croire au réchauffement de la planète, vous leur demandez aussi d'admettre en creux qu'ils sont un peu responsables du problème avec leur mode de vie basé sur les énergies fossiles. Or, qui aime reconnaître qu'il a fait une grosse boulette ? Personne. Parce qu'on a peur d'être grondé, mais surtout parce qu'on a peur de ne plus être aimé. Donc, la prochaine fois que vous entendez votre mère vous dire qu'il a toujours fait chaud l'été, imaginez que ce qu'elle vous dit en réalité, c'est « S'il te plaît, fais-moi un bisou ». Ok, on fera des bisous. Merci Charlotte. Et alors, quel bisou dans le... Il y a des bisous dans votre dessin, Nicolas Vado? Oh, plein, je vous rappelle, je vous fais chanter un peu. You treat me like a fool, my daddy, daddy, cool. Bonhomme, le tube de l'été 1976 et sa sécheresse historique, ouais. Ça ne nous empêchait pas de nous amuser, nous. Dernière fois qu'on part en vacances avec nos darons boomers. Oh, et je retiens que vous avez une super voix, il faut vous lancer. Hein. Merci, cher Nicolas. Merci à vous autour de cette table. Merci à toutes les équipes indispensables en coulisses. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, lundi, ici même, le pétillant Jean-Mathieu Pernin à 20h05 avec Marion Lourd qui sera là aussi, fidèle au rendez-vous. Et on se quitte en musique avec un clin d'œil à notre employé de la semaine, Homer, et à son héros Ulysse qui faillit succomber au chant des sirènes, comme le chantaient les frérots de la Vega. Oui, oui, bonne soirée à tous. Tchuss. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette.